Bonjour à tous, rebonjour, ravi de vous retrouver pour cette plénière sur le thème de l'industrialisation en mode giga. Alors pourquoi ce terme? Parce qu'on va parler de gigafactory et de gigawatts, donc c'est vraiment le déploiement, le passage à l'échelle. On a un petit peu moins d'intervenants que ce matin. Vous avez remarqué qu'on avait fait une super table ronde avec quand même 17 intervenants. Là, il y en a quand même moitié moins. On risque pas de déborder cette fois. Je vous présente ceux qui sont présents et nous avons une femme avec Capella Festa qui représente Genvia. Vous êtes adjointe à la PDG. À ses côtés, donc, nous avons Antoine Ressico. Vous êtes directeur général adjoint et industriel et achat chez McPhy. On a beaucoup parlé de McPhy ce matin dans les introductions. J'espère que vous avez encore d'autres biscuits à nous annoncer. Pour le Chili, nous avons Ignacio Morande de ProChile, qui dépend de l'ambassade du Chili. Pierre-Étienne Franc, ex-Air Liquide et qui représente le fonds 5T Hydrogen. Nous avons Christophe Schramm, qui est vice-président Products Marketing Strategy chez Symbio. Et nous avons, on ne le présente plus maintenant, Philippe Boucli, le président de France Hydrogène, sachant que nous avons également des intervenants en visio que je vous présenterai tout à l'heure au fur et à mesure. On commence par la situation en France. Et la France, eh bien, c'est un pays dans le peloton de tête des nations qui sont dans l'hydrogène. En tout cas, c'est ce que vous dites régulièrement, Philippe Boucli. Vous l'avez dit lors des journées de Dunkerque, lors des journées H2 hydrogène. Et puis, surtout, avec cette étude Ambition 2030 qui a été présentée également, c'est un moyen de dire finalement, de réaffirmer que la France, eh bien, a les moyens de jouer dans la cour des grands. Oui, depuis un an, on a une stratégie nationale hydrogène et depuis la réunion du Conseil national de l'hydrogène qui a eu lieu donc en février dernier, nous avons bâti une trajectoire pour mieux définir comment atteindre cet objectif de 6500 MW à l'horizon 2030. Et c'est l'étude que nous avons présentée aux Journées hydrogène dans les territoires à Dunkerque, étude qui est présente sur notre site web et qui montre la façon dont notre vision du déploiement de l'hydrogène. Donc nous voyons le déploiement de l'hydrogène dans des bassins. Ça résulte d'une analyse très fine à la fois des besoins en mobilité mais également des besoins dans l'industrie. Et ces bassins vont se concentrer dans les ports, Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire, Bordeaux, Fos, mais également l'axe Seine, du Havre jusqu'à Gennevilliers, voire même jusqu'à l'aéroport de Roissy, la vallée du Rhône, et puis des zones frontalières avec des contacts et des liaisons et des échanges avec les pays voisins, donc Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, en lien avec l'Espagne, et puis la Lorraine en lien avec la Sarre. Donc 6500 MW. Nous retrouvons finalement, on retrouve les chiffres de la stratégie nationale. Mais ce qui nous a intéressé également, c'est compte tenu de ce qu'on pressentait et ce qui a été publié le 14 juillet dernier, c'est-à-dire le paquet Fit for 55, qui augmente considérablement les exigences en matière de développement durable, en matière d'environnement, mais également des lois françaises, telles que la loi climat et résilience, fait que nous avons imaginé un scénario que nous avons appelé Ambition Plus, et qui conduit à pousser les curseurs, que ce soit pour la mobilité ou pour l'industrie. Et en particulier, par exemple, pour la mobilité, au lieu d'envisager 300 000 véhicules utilitaires légers, ce matin il était question de mobilité, au lieu d'envisager 300 000 véhicules utilitaires légers à l'horizon 2030, d'envisager 450 000, au lieu d'envisager 5 000 poids lourds, envisager 10 000 poids lourds, et puis pousser les curseurs également dans la sidérurgie, dans la chimie, dans la production d'ammoniac ou dans la raffinerie. Peut-être une réaction par rapport aux annonces ce matin dans les introductions. C'est plutôt des bonnes nouvelles, non, sur ce qui va se passer en France, et y compris dans l'écosystème ici en région Bourgogne-Franche-Comté. On sent une mobilisation, c'est clair. On sent, c'est tous les jours qu'on rencontre des PME qui se disent bon, je sens que j'ai quelque chose à faire dans l'hydrogène. On en discutait avec Pierre-Étienne avant cette table ronde. On est encore en attente de grands projets. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'actuellement, on a 400 véhicules utilitaires légers en France.
on vise 450 000. On a 3 mégawatts d'électrolyse spécifiquement pour faire de l'hydrogène. On vise à minima 6500 mégawatts. Donc il y a vraiment ce facteur 1000. Et donc pour faire un facteur 1000, c'est bien, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais à force de 1 mégawatt, il va falloir un peu de temps. Donc moi je suis en attente de projets, alors peut-être pas des giga-projets, mais au moins des projets de la taille de 100 mégawatts. Et pour l'instant, ça peine quand même encore à sortir. Bon, cette table ronde s'appelle Industrialisation en mode giga, donc on va essayer de voir avec McPhy si du coup il y a une gigafactory qui va arriver au moins à Belfort. Et merci, bonjour à tous. McPhy, c'est une PME française qui vit effectivement une grande croissance et une croissance qui s'accompagne d'une croissance industrielle. Comme vous le savez, on fabrique 2 types d'équipements, les stations hydrogène et les électrolyseurs. Donc en France, dès l'année prochaine, on va multiplier par 7 notre capacité de fabrication de stations d'hydrogène. Et puis sur les électrolyseurs, il y a des projets de passage à l'échelle industrielle. Alors, dans l'usine en Italie, mais je pense qu'on va en reparler plus tard. Et puis il y a effectivement ce mode giga qui n'est pas seulement un sujet de capacité industrielle ou de nombre d'électrolyseurs qu'on va fabriquer, mais qui est le levier, l'outil pour passer à l'échelle de la compétitivité, puisque pour passer à ces chiffres que vous mentionnez, il y a aussi des enjeux de réduction de coûts très importantes. Et ces usines, ces gigafactories, elles ont cette vocation-là à tirer cette compétitivité à travers le développement de nouveaux produits. Donc ce sont aussi des nouveaux produits plus gros. Et donc pour revenir à votre question sur Belfort, oui, on a un projet pour lequel on a présélectionné Belfort, pour lequel une décision finale devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines. Mais j'allais dire, plus que Belfort en termes de localisation au centre de l'Europe et puis entre nos différents sites en Allemagne, en France et en Italie, il y a cet écosystème qu'on trouve ici qui va nous aider à faire ce mode giga, comme vous le dites, parce qu'on est encore une fois une PME et que on peut pas, ça fait beaucoup de choses sur nos épaules, j'allais dire, et qu'il faut qu'on ait des partenaires académiques qu'on va trouver ici avec l'UTBM, qu'il faut qu'on ait des partenaires industriels. Et puis, il faut aussi qu'on ait des partenaires financiers, mais qui sont aussi des supports techniques. C'est pour ça qu'on a dans notre capital EDF, Technip ou Chart Industries, qui sont des gens qui vont nous aider à mener ce passage à l'échelle pour McPhy et puis pour la filière, puisqu'en fait, c'est un enjeu de filière qu'on a aujourd'hui sur l'hydrogène et sur les électrolyseurs notamment. Donc, si je vous suis bien, Belfort cochait en fait la plupart des cases qui étaient requises. Exactement, c'est ça. Il y a à la fois l'écosystème, il y a aussi l'ambition du territoire, des partenaires institutionnels. Et puis il y a des projets, il y a des clients, parce que il faut construire une usine avec une roadmap technique, une roadmap technologique, mais il faut aussi la remplir avec des projets. On voit une dynamique sur des projets en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on a vocation à servir bien plus large que la Bourgogne-Franche-Comté depuis une usine, depuis une gigafactory, mais c'est important aussi de pouvoir créer ces références-là et de progressivement, le plus rapidement possible, monter en volume avec un outil industriel qui doit s'adapter à ça, mais qui doit aussi être extrêmement flexible, parce que ce passage de quelques centaines à quelques centaines de milliers, la courbe, on ne la connaît pas tellement. On sait à peu près où est le point de sortie, mais combien de temps ça va prendre. Et donc il faut quelque chose de suffisamment flexible pour qu'on obtienne la compétitivité requise. Alors il y a d'autres projets en France. Il y a notamment une usine, cette fois pour des stations, et c'est du côté de Grenoble. Oui, dès le mois de mars l'année prochaine, on va se regrouper. On va regrouper nos forces sur les stations. On avait un site de fabrication qui était plutôt pour faire des pilotes et puis les premières stations dans la Drôme, et puis toute notre ingénierie qui était à Grenoble. On va regrouper toutes nos forces avec un site qui va passer à une capacité de 150 stations par an, donc dès le mois de mars, avec une nouvelle gamme de produits aussi, puisqu'on développe des dual pressure qu'on va commencer à livrer d'ailleurs dans les toutes prochaines semaines à différents clients en France pour l'essentiel. Autour de la table, quelques réactions, commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. On continue alors. On va passer donc à Geneviève avec Capella Festa. Son nom pourrait laisser penser qu'elle est italienne, mais en fait, pas vraiment. Elle est anglaise.
Et vous allez voir, elle parle français très très bien. C'en est presque, j'allais pas dire inquiétant, mais en tout cas étonnant. Capella, donc blague à part. Genvia, c'est un projet donc entre le CEA, Schlumberger, d'autres partenaires, donc à partir d'électrolyseurs réversibles. Et la Gigafactory est en train de se mettre en place actuellement. Voilà, tout à fait. Merci Laurent. Vous me mettez la pression. Hein. Je vais essayer de parler français comme il faut. Donc oui, Genvia, toute jeune, a été créée 1er mars de cette année, donc à 6 mois. Un partenariat effectivement entre le CEA, donc, que vous connaissez, qui est connu mondialement comme centre de recherche dans plein de différents domaines, mais notamment dans l'hydrogène, et Schlumberger, donc grande internationale, la première mondiale dans le domaine de tout ce qui est technologie et services dans le domaine pétrolier. On a 3 autres partenaires dans le partenariat de Genvia, donc Vicat, bien connu dans les cimenteries, avec des enjeux très importants de décarbonisation et des envies de décarbonisation très importants. Vinci Construction, donc, qui, eux, imaginent des grands besoins d'hydrogène vert dans leur business et dans la construction, dans les aéroports, on en a entendu ce matin, sur les autoroutes aussi. Et on a une 5e partenaire, bon, il n'y a pas d'ordre, qui est la région d'Occitanie. C'était très intéressant ce matin d'entendre. Moi, je ne connais pas trop la région de Bourgogne-Franche-Comté, mais je vois que cet rapport local, régional, avec les industriels et les privés, est vraiment très fort dans ce domaine d'hydrogène. Donc, Genvia, c'est un partenariat public-privé, industriel, centre de recherche, mais aussi international, régional. Et quelque part, on en avait entendu parler ce matin, mais je pense que si on va réussir dans ce domaine qui est quand même a besoin d'une forte accélération, a besoin de tous nos cerveaux, ce genre de partenariat va être très important. Donc, on travaille, comme Laurent a dit, sur une technologie qui est de nouvelle génération, d'électrolyseurs et piles à combustible, qui s'appelle Solid Oxide, donc un électrolyseur de haute température, qui veut dire que la réaction qui se passe où le H2O se sépare par électricité en hydrogène et en oxygène a lieu à une température entre 700 et 800 degrés. Donc vraiment de très haute température qui amène le grand avantage d'une efficacité thermodynamique et physique. Et lorsque je dis efficacité, ça veut dire un meilleur rendement. Donc ça veut dire que pour chaque kilo d'hydrogène produit, je consomme moins d'électricité. Et pour ceux qui commencent à étudier ce sujet ou connaissent ce sujet, le coût le plus important pour produire ce kilo d'hydrogène est bien sûr l'électricité, à 75% ou à peu près. Donc si on peut travailler cette efficacité, ce rendement, et cette technologie est prometteur, ce qu'on voit en labo sur les projets, pas encore de grande échelle, mais d'échelle de prototype, c'est qu'on peut imaginer un rendement qui est 30% plus efficacité, si vous voulez, par rapport à des électrolyseurs d'aujourd'hui. Donc très, très prometteur, mais aussi avec beaucoup de travail devant nous, de maturation de cette technologie. Donc on travaille vraiment main dans la main avec le CEA. Genvia a un site de technologie à Grenoble, chez le CEA. On travaille en parallèle, comme il disait Laurent, sur l'industrialisation, parce que là, lorsqu'on parle giga, on est vraiment ambition giga. Ce passage à l'échelle, donc on s'appuie sur une usine qui existait déjà chez Schlumberger. En fait, c'est une usine qui existe depuis plus que 100 ans. Où on a pu à la fois prendre des lieux, des bâtiments, mais aussi s'appuyer sur un main-d'œuvre très qualifié, des experts en production et en automatisation des lignes de production. Donc, on installe déjà un atelier pour produire des stacks d'électrolyseurs à piles à combustible et on travaille sur la ligne pilote pour se projeter
dans quelques années sur la Gigafactory, qui est vraiment le nom du moment de l'échelle giga. Et on parle de giga, pour moi, il y a deux aspects. Il y a cet aspect qu'Antoine avait dit de comment on fait baisser les coûts. C'est un peu le sujet principal, comment on fait baisser les coûts et pour à l'opération, donc l'efficacité est très importante. Mais comment on baisse le coût de l'objet qu'on achète, le pile, l'électrolyseur, et ça, il faut l'échelle. Ça c'est clair. Et je pense que le mot de giga, c'est aussi que la tâche devant nous est quand même de taille monumentale. Vraiment, on ne peut pas assez le souligner. Pour rien vous cacher, bon, je suis anglaise, mais je suis aussi du domaine pétrolier. J'ai passé 25 ans ou plus dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on consomme 100 millions de barils le jour de produits pétroliers et d'hydrocarbures. C'est absolument énorme. Énorme. Bon, on le voit bien dans tous nos jeux. Et la tâche qui est devant nous, c'est de transformer ce niveau de consommation de molécules vers une molécule propre. Et c'est vraiment, connaissant un petit peu l'infrastructure mondiale de pétrole, le nombre de gens qui travaillent tous les jours, les investissements au cours des dizaines d'années, il faut être à l'auteur de créer une industrie d'échelle aussi massive pour pouvoir vraiment décarboniser comme on souhaite faire d'ici 2050. Donc, giga, c'est vraiment le mot. Merci Capella. Par rapport aux dates, l'agenda, en fait, aujourd'hui, c'est quoi la roadmap? D'accord. Donc on a vraiment, je dirais, trois gros tâches devant nous chez Genvia. Donc, une technologie qui a besoin de maturation. Donc, on travaille tous les côtés techniques de ce pile, main dans la main avec le CEA. On travaille le côté industrialisation avec l'usine à Béziers. Et puis, on travaille avec les partenaires dans les différentes industries, parce que ce qu'on entend sur l'hydrogène, c'est tout à fait que ça s'applique à toute une gamme d'applications et industrielles, industrie lourde, mobilité, et d'être sûr que la technologie qu'on produit est à un coût qu'il faut, mais aussi s'intègre tout à fait dans le contexte industriel de nos utilisateurs. Donc, là, on travaille ces trois aspects-là. L'usine commence à travailler. On va produire, d'ici fin d'année, on va produire les premiers stacks à Béziers. Et on imagine d'ici fin 2024, début 2025, on sera en mesure de prendre la décision, donc la grosse décision d'investissement pour le scale-up vers un gigafactory dans les 2-3 années qui suivent. Après, comme il disait Antoine, on regarde de très près le courbe et la pente de ce marché devant nous. Ça va, on est tous, je pense, ici convaincus que ça arrive. Je veux dire, la taille de l'usine, à quel moment, va dépendre de la demande qu'on voit. Moi, je pense qu'on est plutôt de côté à dire que la demande va être conséquente. Et je pense qu'on ne va pas réduire la taille de nos ambitions par rapport à la production d'électrolyseurs. Merci beaucoup. Alors, on va voir maintenant du côté de Symbio ce qui se passe, puisque donc Symbio, il y avait votre président qui était présent ce matin, donc Philippe Rosier. Donc, on sait qu'il y a une usine qui est en gestation, même plus que ça d'ailleurs, à Lyon, et qui va produire a priori pour toute l'Europe. Oui, bonjour. Donc, effectivement, Symbio, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on est désormais une JV entre Michelin et Faurecia. Démarré comme start-up en 2010 sur les 400 véhicules dont parlait Philippe plus tôt. Il y en a une grande partie qui sont des Kangoo qui ont été rétrofités par Symbio avec une pile à combustible. Et donc on est désormais probablement un des acteurs les plus ambitieux en Europe sur le sujet de la pile à combustible. On est focalisé sur les applications qu'on va appeler poids lourds. Ça démarre avec les véhicules utilitaires légers, où on est engagé dans un programme avec Stellantis sur le premier véhicule utilitaire léger série au monde qui va utiliser une technologie pile à combustible. Et ça démarre dans les prochains mois.
On est également sur les bus avec Safra et on travaille, comme vous avez pu le voir, sur les plus gros systèmes. Dehors, il y en a un de 150 kW pour servir toute la gamme jusqu'au poids lourd 44 tonnes. Alors, si on reprend un peu les chiffres de Philippe, 450 000 véhicules utilitaires légers en 2030, en partant de 400 aujourd'hui. Le point de passage en 2025, on a fait quelques travaux avec la PFA sur le sujet. On pense qu'il doit être quelque part entre 40 et 50 000 véhicules. À cela, il faut ajouter probablement 1000 poids lourds, on va dire à peu près 1000 bus. Donc ça donne un peu la pente de la courbe pour aussi rebondir sur ce qui a été dit par mon collègue de McPhee. Et nous, on se prépare vraiment à cette croissance-là. D'autant plus que ça, c'est l'Europe. Au niveau mondial, on pense qu'à 2030, il y aura à peu près 2,5 millions de véhicules qui seront à pile à combustible. Donc, on travaille sur le sujet. Je n'ai pas besoin de répéter tous les enjeux de développement en produits, maturation de notre technologie, réduction de la courbe des coûts. Et bien sûr, l'industrialisation est au cœur de tout ça. Donc on a un projet qui est très concret et qui est dans la continuation de ce qu'on est déjà en train de lancer là pour nos premières séries. Donc actuellement, on produit dans notre usine pilote à Vénissieux, mais on a effectivement le projet d'une grande usine qui sera probablement une des plus grandes en Europe pour la fabrication de piles à combustible et qui doit démarrer en 2023 à Saint-Fond, à quelques kilomètres au sud de Lyon. Et donc une production avec des volumes importants, bien sûr, et toute une progression. Et pour des véhicules qui sont à la fois des voitures, mais qui sont des véhicules plus lourds également ? Oui, absolument. Donc, c'est une usine qui, a priori, aura la flexibilité de produire des systèmes de différentes tailles pour servir l'ensemble des gammes que j'ai mentionnées, depuis le véhicule utilitaire en passant par le bus jusqu'au poids lourd. On regarde d'ailleurs aussi au-delà de l'automobile, même si ce n'est pas aujourd'hui notre priorité première. C'est une usine qui doit aussi être exemplaire à la fois du point de vue environnemental et du point de vue des processus qui seront déployés. Environnemental au sens où on va nous-mêmes être un grand consommateur d'hydrogène, parce que l'hydrogène, beaucoup ne le savent pas, mais est nécessaire dans le processus de production des piles. Et donc on s'inscrit là dans la vallée de la chimie, la Zero Emission Valley, on va dire, de la grande métropole de Lyon et de la région, parce qu'on cherche justement à avoir accès à de l'hydrogène décarboné, et il y a de l'infrastructure qui est déjà présente dans cette région grâce aux industries, notamment chimiques, qui sont établies. Merci. Puisqu'on parle de mobilité, j'aimerais me tourner vers Stéphane Havert, qui est le président de Acus, une société franco-suisse. Stéphane Havert, bonjour. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous êtes connecté depuis le Maroc, si tout va bien. Bonjour. Bonjour, c'est exact. Avec un super scooter derrière vous. Alors vous avez une technologie qui est un petit peu différente. Alors il y a une pile à combustible, mais il y a aussi l'hydrogène qui est présent sous forme des capsules un peu comme Nespresso. Ce sont des capsules qu'on met dans un véhicule. Oui, ce storage, c'est un standard de stockage qui se présente sous forme d'une capsule, grand comme une canette de coca, et qui permet de pouvoir stocker l'hydrogène à très faible pression, c'est-à-dire inférieure à 10 bars, pour des usages qui sont des usages en priorité aujourd'hui, puisque ce sont des développements en cours, de mobilité légère, c'est-à-dire 2, 3 et 4 roues, légers, comme d'ailleurs le scooter Mobion que vous voyez derrière moi, je pense, à l'image. Tout à fait. Donc, alors, le déploiement en France, parce que ça fait donc quelques temps qu'on voit effectivement cette solution, il y a donc des objectifs pour déployer en fait des flottes de véhicules dans plusieurs régions françaises, a priori. Oui, absolument. Il y a une série de projets qui sont en cours actuellement sur la région parisienne, dans le sud-est, dans le sud-ouest, sur la région lyonnaise, et puis sur ce qu'on appelle le Grand Genève, c'est-à-dire la zone frontalière entre Genève et la France, où nous avons déjà, depuis juin dernier, une flotte qui tourne en coopération avec des industriels, des opérateurs, enfin des utilisateurs de flotte, et avec notre partenaire Hitachi ABB. Merci Stéphane, on vous retrouvera tout à l'heure pour parler du Maroc et plus globalement d'ailleurs de l'Afrique, mais j'aimerais qu'on prenne maintenant la direction de la Vendée. On va retrouver Mathieu Guéné, qui est le PDG de Life, une start-up dont on parle beaucoup, qui est originaire de Nantes. Enfin, je dis direction de la Vendée parce que c'est demain que sera inauguré votre site à Bouin.
effectivement en Vendée, mais en tout cas, donc, la société, elle, est basée à Nantes, hein, Life, et d'ailleurs, Life est exposant ici sur ce forum de Belfort. Bonjour Mathieu. Ce site de production en Vendée, c'est donc avec des éoliennes, vous connectez directement un électrolyseur et on fait de l'hydrogène vert. En fait, la production a déjà commencé. Oui, on a démarré la production cet été. On ne l'a pas valorisé, on ne l'a pas vendu. On va commencer à vendre notre hydrogène au mois d'octobre. Et donc demain, on appuie sur le bouton. C'est le lancement commercial de notre usine de production. Et c'est vrai que Philippe le rappelait, il y a quand même peu d'électrolyseurs qui sont en ligne en France, mais même globalement en Europe. Donc nous, effectivement, on va rajouter quelques mégawatts aux 3 mégawatts qui sont actuellement installés en France. Mais la particularité, c'est que l'électricité vient directement des éoliennes, ce qui complique fortement la conception de l'usine, parce qu'en général, les matériels du traitement de gaz ne réagissent pas très bien aux fluctuations du débit de gaz. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a conçu. On demande que c'est possible de connecter directement ces usines aux énergies renouvelables, qu'elles soient fluctuantes ou pas, et de le faire à des coûts aussi compétitifs que toute autre forme d'hydrogène quand il va être compressé et livré, notamment pour les usages de la mobilité. Et c'est vrai qu'on voit ça se développer partout en France. Par rapport à ce que Philippe disait, c'est vrai qu'on attend beaucoup des projets de plus grande envergure. Ce qu'il faut bien voir, c'est d'où on part. Quand j'ai créé Life en 2017, on considérait qu'un site d'1 mégawatt, c'était un gros site. Et dans ce que l'ADEME faisait d'aide aux écosystèmes hydrogène, on ne pouvait pas dépasser le mégawatt. Donc maintenant, on passe à l'échelle, c'est vraiment l'avènement de l'hydrogène. Il faut un tout petit peu de temps pour que ça démarre, parce que les aides qui vont justement permettre à ces gros sites de démarrer sont assez longues à obtenir. Quand on parle d'un projet qui va être aidé par les États membres et l'Europe, typiquement le PSEI, c'est quelques années d'efforts avant d'obtenir ces aides-là. Et puis, il faut aussi voir que tout ça s'inscrit avec des changements de mentalité auprès des industriels, auprès des gens qui opèrent le matériel roulant, qui doivent passer à des choses qui sont plus propres, qui s'opèrent différemment et qui sont pour l'instant plus coûteuses. Donc tout ça, c'est un process qui est assez long. Et je suis complètement d'accord avec ce que disait Capella. C'est vraiment un gros enjeu. Il faut absolument investir massivement. Heureusement qu'il y a des fonds comme celui de Pierre Etienne, des fonds d'investissement d'infrastructure, qui doivent orienter leurs milliards, parce qu'on parle en milliards, vers tout ce qui est vert. Et je pense qu'on peut le faire et qu'on est dans une phase qui est extrêmement intéressante, parce qu'on est dans une phase qui est exponentielle. Et on parle du mégawatt pour arriver au gigawatt, comme le rappelait Philippe, et c'est exponentiel. Donc on va avoir du mal à voir quand est le pied de courbe de ce décollage. On ne sait pas si c'est 2022, 2023 ou 2027, mais on va avoir une phase qui va être extrêmement élevée en termes de montée en charge. Et tout ce qui est investi en ce moment de Gigafactory, aussi bien pour la mobilité que pour les électrolyseurs, va être chargé extrêmement vite. On va courir après les investissements dans très peu de temps. On va revenir un peu plus tard sur ce qui se passe en Europe. Mais étant donné qu'en France, on considérait qu'un mégawatt, c'était beaucoup, on a pris un peu de retard par rapport à ce qui se passe ailleurs. Ou ailleurs, les projets qu'on a, ils sont plutôt de l'ordre de la centaine de mégawatts. C'est x100 par rapport à ce qu'on est en train d'installer en ce moment en France. En tout cas, j'ai l'impression que par rapport à votre plan de marche, vous êtes un petit peu en avance sur vos objectifs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de projets dans les tuyaux. Alors, un peu partout en Europe, c'est vrai, mais même en France, d'ailleurs, vous êtes partie prenante dans pas mal de projets. On a beaucoup de projets en France, et on a des projets de deux ordres. Il y a des projets qui se multiplient pour alimenter des collectivités avec une production qui est très proche de la consommation. Et puis il y a des projets qui sont plus gros, qui font x100, enfin x10, x100, qui sont plutôt de l'ordre de la centaine de mégawatts, qui sont là pour alimenter des plus gros consommateurs comme des industriels et irriguer aussi le tissu de l'écosystème local avec de l'hydrogène qu'on vend en vrac. Et effectivement, sur les 60 projets qu'on a au total en Europe, il y en a un tiers qui sont en France, répartis partout en France. Et ça va très très vite, puisque notre business plan initial, c'était de faire 5 sites en 5 ans. Et là, on parle de 60 sites. Donc effectivement, c'est plus du tout la même échelle
que celle qu'on avait en 2017. Merci. Peut-être quelques réactions au sein du panel et peut-être avec vous, Président Boucli. Je me souviens qu'à Dunkerque, vous exprimiez vos craintes par rapport aux renouvelables, par rapport à la production d'hydrogène vert et la matière première, en fait. Est-ce qu'on aura assez, finalement, de matières premières pour produire ? Oui, je dirais la doxa officielle, c'est de l'hydrogène renouvelable. Alors, c'est clair qu'à terme, il faut aller vers cet objectif. Mais actuellement, en France, le compte n'y est pas et on est loin du compte. Je m'explique. C'est expliqué, c'est décrit dans l'étude que je citais tout à l'heure et qui est sur notre site. On est actuellement en France sur un trend de 2 gigawatts par an. Et si on veut atteindre les chiffres officiels de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faudrait à partir de maintenant être sur un trend entre 5 et 6 gigawatts par an. On est sur un trend de 2, passer de 5 à 6 gigawatts par an. Donc ce que nous avons noté dans cette étude, c'est que si on se limite à la directive RED 2, donc sur les énergies renouvelables telle qu'elle vient d'être, telle qu'elle a été modifiée, donc c'est pour ça qu'on l'appelle RED 2, disons, on a suffisamment de renouvelables pour obéir à cette directive. Si en revanche, on se porte déjà sur les projets de texte qui circulent sur l'évolution de cette directive et qu'on appelle RED 3, donc cette nouvelle version de la directive qui étendrait, RED 2 c'est essentiellement pour la mobilité, RED 3, s'étendrait à d'autres secteurs, notamment à l'industrie. On n'a même pas assez de renouvelables pour obéir à ce qui sera demandé dans le cadre de RED 3. Et si on parle des 680 000 tonnes ou 1100 000 tonnes, là, n'en parlons même pas. On n'a pas du tout, le compte n'y est pas du tout. Donc c'est pour ça, moi je dis, il faut faire feu dans la période actuelle, dans la période d'urgence dans laquelle on est. N'attendons pas d'avoir tout bien, tout bon tout de suite. Faisons feu de tout bois et utilisons toutes les sources d'hydrogène bas carbone, donc de l'électricité d'origine nucléaire pour l'électrolyse, mais également de l'hydrogène issu de la biomasse. Il y a dans les régions de France une masse incroyable de bois qui pourrait être utilisé pour faire de l'hydrogène à partir de certains processus, pyrogasification ou thermolyse de la biomasse, mais également ce qui est parfois décrié, des unités de captage et séquestration du gaz carbonique couplées à des installations de vaporéformage. Tout ça va permettre de mettre à disposition rapidement des quantités importantes d'hydrogène bas carbone à des coûts raisonnables et donc sera un élément, je dirais, précurseur en attendant d'avoir de grandes quantités d'hydrogène renouvelable. Merci. Peut-être une petite question avec Ignacio Morande, du Chili. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en France, les projets industriels, les projets de production comme ça d'hydrogène vert ? Qu'est-ce que ça vous suscite comme commentaire ? Oui, merci beaucoup Laurent pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. En fait, nous estimons que la France est un partenaire qui est très intéressant, en fait, qui est un incroyable, déjà un partenaire commercial très important, puisque nous avons un nombre très important de compagnies françaises qui sont déjà implantées au Chili, et ça depuis des dizaines d'années. Et notamment, il y en a beaucoup qui développent déjà des projets d'hydrogène vert à l'heure actuelle. Le Chili, en fait, a l'ambition de se positionner comme l'un des principaux producteurs et exportateurs d'hydrogène vert dans le monde, ce qui, je sais, paraît très ambitieux, mais en fait, il y a beaucoup de potentiel. Je vais revenir après à votre question, mais juste pour donner un peu de contexte. Le Chili, bon, je ne sais pas si vous voyez un peu la forme et la taille du pays, mais en fait, c'est un pays qui n'est pas très large, mais par contre qui est très très long, 4500 km à peu près, et ce qui fait en fait que nous avons une diversité de climat qui est vraiment énorme. Nous avons le désert le plus sec dans le monde, au nord, et nous avons des glaciers, des cours d'eau, beaucoup de vent en fait au sud du pays, ce qui fait en fait que
ce qui aime beaucoup dire notre président de la République, c'est que nous sommes très pauvres dans les énergies du XXe siècle, mais très riches dans celles du XXIe. Alors, c'est pour ça que nous avons un gros potentiel de développement de ces énergies. Nous avons la capacité de multiplier par 70. On verra ça tout à l'heure plus en détail, mais c'était juste un commentaire à chaud sur ce qui se passe en France. Merci pour cela. J'aimerais qu'on rejoigne en ligne Karine Vernier, qui est donc la présidente en France du fonds EIT Inno Énergie. Bonjour Karine, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci. On a exposé donc plusieurs projets de Gigafactory. Il y a de la production de pas encore de gigawatts, mais en tout cas, ça commence sérieusement. Quel regard vous portez là-dessus ? Est-ce qu'il y a des projets que vous êtes prête justement à supporter avec ce fonds EIT Inno Énergie ? Oui, je profite même pour lancer un appel. On est tout à fait prêt à s'impliquer dans des projets de très grande envergure. EIT Inno Énergie regarde deux types de projets. Les projets, je vais dire, de deep tech, de sociétés early stage, donc qui représentent des tout petits tickets, et puis des projets de très grande envergure qui sont à l'origine de gigafactories dans le domaine de la batterie, par exemple, comme Northvolt, comme Verkor, qui sont, je vais dire, maturés par Inno Énergie et financés par Inno Énergie dès leur lancement. Et c'est comme ça qu'on accompagne l'émergence de Gigafactory dans la batterie. Et puis on en a une, dont je vous parlerai un peu plus tard, en Suède, sur l'hydrogène. Merci Karine, voilà pour ce chapitre France. La suite, s'il vous plaît. Alors Antoine Ressico, voilà l'occasion de parler de vos capacités de production hors des frontières, justement, chez McPhy. Oui, merci. Tout à l'heure, je parlais de compétitivité. Et en fait, il y a un double enjeu de compétitivité. Il y a la compétitivité du prix de l'hydrogène à la pompe, entre guillemets, pour qu'il soit intéressant pour le développement économique. Mais c'est la compétitivité aussi de faire ça dans une filière européenne. Et c'est ça l'enjeu. Je pense qu'on a tous en mémoire quelques exemples où des virages n'ont pas été très bien pris sur des filières industrielles européennes où on est passé à côté. Et là, pour l'hydrogène, pour le coup, c'est ça qu'on veut mettre en œuvre. Et pour ça, il faut développer, il faut prendre des décisions un peu fortes d'un point de vue industriel, aussi d'un point de vue compétences, d'un point de vue ressources. Il faut préparer ça maintenant. Il y a des métiers qui vont être en tension liés à la montée en puissance de l'hydrogène. Et puis sur la partie industrielle, il faut faire des choix forts. Chez McPhy, on a la chance d'avoir en Italie une usine qui fabrique des électrolyseurs jusqu'à 4 MW avec des stacks de 1 MW depuis plusieurs années maintenant et qui est en train de monter en cadence petit à petit. Donc c'est un vrai outil industriel. On a plus d'une centaine de mégawatts de capacité aujourd'hui. Et c'est dans cette usine qu'on va progressivement tester aussi les outils industriels, l'automatisation, la robotisation, la réalité augmentée, qu'on va devoir mettre en œuvre à l'échelle giga pour avoir un outil industriel compétitif. Encore une fois, je rabâche un peu mon histoire de compétitivité, mais à l'arrivée, c'est ce qui va faire que, au-delà de l'horizon des aides qui sont devant nous, eh bien, ça va être pérenne. On va construire quelque chose qui va pouvoir se passer des aides publiques dans, je ne sais pas à quel horizon exactement, mais enfin, une dizaine d'années ou plus. Très bien. Côté Symbio, du coup, Christophe Schramm, donc, pour l'instant, on est sur une usine à Lyon qui, a priori, va adresser tous les besoins du marché européen, mais vous êtes ouvert aux opportunités ? Bien sûr, évidemment. Donc, oui, on a une première usine, l'usine de Lyon, qui va, avec donc cette capacité à terme de 50 000 unités, nous permettre de servir une grande partie du besoin en Europe, voire au-delà. Mais on a annoncé qu'à l'horizon 2030, on voulait être proche de nos clients dans les grands marchés, en dehors de l'Europe, mais aussi en Europe. Donc on a commencé à s'établir, notamment en Allemagne, qui pour nous est clairement un marché cible important, avec pour l'instant une présence commerciale, mais on étudie les options. On regarde d'autres pays européens, où il y a également une industrie automobile qui va devoir faire cette transition vers l'hydrogène. Et donc on reste bien sûr ouvert aux opportunités, aux propositions.
Même question pour Capella Festa. Donc pour l'instant, vous démarrez juste avec Genvia, donc c'est que le début de l'aventure. Mais est-ce que ça pourrait faire des petits un jour? Donc, on n'a que 6 mois et on ne va pas commencer à parler des deuxièmes Gigafactory. Oui. Vous ne marchez pas encore à 6 mois. Mais en cours, hein, en cours. mais peut-être une chose à dire sur ce sujet. On parlait un peu de la trajectoire et qu'est-ce que ça va être par rapport au marché, la demande des électrolyseurs, des piles. Et je pense qu'on est tous assez optimistes. Mais si ça suit cette trajectoire, on parle d'un marché mondial. C'est clair. Si cette économie hydrogène poursuit comme on imagine, c'est un marché mondial. On a entendu ce matin parler de la Chine qui accélère. On a vu aux États-Unis, the Hydrogen Earthshots de Biden, ça accélère aussi. On va parler de la Chili. On a dit que 75% du coût de cette production d'hydrogène, c'est l'électricité. Il y a la Chili, il y a le Maroc, il y a l'Australie qui sont peut-être les lieux de fort intérêt pour avoir cet électron vert moins cher. Donc je pense que nos clients, on ne sait pas où ils vont être, mais je pense qu'il faut veiller sur le monde entier. Et c'est donc ce choix-là. Mais peut-être un deuxième point aussi, si nous, on a choisi de commencer avec une usine à Béziers, c'est aussi que donc c'est une usine qui existe depuis 100 ans, qui est dans le groupe, donc qui produit, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les grosses vannes pour le domaine pétrolier depuis 60 ans. Mais c'est aussi dans ce domaine chez Schlumberger, c'est l'usine le plus moderne qu'on a dans le monde pour ceux qui fabriquent. Plus moderne que ce qu'on a en Asie, dans l'automatisation, dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, dans la compétence des gens qui vont avec. Et on arrive à produire moins cher qu'ailleurs dans le monde. Et c'est aussi donc une fois qu'on a dépassé cette décennie, je dirais entre maintenant et 2030, où on mûrisse les technologies, on essaie, on fait des pilotes, on fait les démonstrateurs, tout le monde court pour avancer les différentes technologies. 2030-2040, on sera sur les déploiements massifs, je pense, de partout. Et on sera sur les projets commerciaux où il faut être le moins cher à produire les objets. Ça veut dire automatisation, digitalisation, ça veut dire un fort compétence et ça veut dire être concurrent par rapport à la Chine. Franchement, on n'a pas toujours été, mais il faut l'être. Nous, on croit beaucoup dans les compétences qu'on a pu acquérir chez Genvia qui travaillait avant. On a pu, j'ai pas dit, mais on a déjà presque 50 employés chez Genvia. Donc pour 6 mois, c'est pas mal. Avec 30 personnes qui travaillent en partenariat avec nous chez le COA et une vingtaine de plus chez Schlumberger. Donc on a pu, grâce à un vrai creux dans la demande des produits qui sortaient de cette usine ou qui sortent toujours de cette usine, récupérer des gens fortement compétents dans la production automatisée très moderne. Et je pense que ça, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un marché mondial où oui, le lieu de nos clients, c'est très important par rapport à où on place la production future. Mais c'est aussi d'être sûr que les usines en France, en Europe, sont vraiment là où il y a la production la moins chère au monde. Et nous, on croit fortement que c'est faisable. Merci. On va rejoindre Stéphane Aver, qui est donc en ligne avec nous. Pour la production de vos capsules ou canettes, parce que c'est plus des canettes que l'image que vous utilisez, c'est en Suisse que ça se fait chez vous? Oui, c'est en Suisse. La production est faite en Suisse dans une usine dans le canton de Genève, chez un industriel qui s'appelle Jean Gallet, qui est un industriel de l'aéronautique et qui a lancé les productions des premières séries sur 2021. Voilà, et comment vous voyez après la suite? Ça pourrait se faire dans d'autres pays? Ça serait une production une plus grande échelle? Oui, il y a absolument. D'abord, il y a une stratégie de multi-sourcing. Donc, il y a un bisourcing qui va se faire sur France, dans la vallée de l'Arve, pour être précis. Et puis ensuite, bien entendu, sur le marché chinois, où nous allons présenter dans quelques jours le nouveau véhicule Storage qui a été designé par Icona et qui est présenté à la grande foire d'importation qui se passe à Shanghai.
sur le stand Icona avec nous pour montrer le véhicule qui va être lancé sur le marché chinois, qui est un mini-scooter, un cyclomoteur, on dirait, en Europe, qui est une part de marché extrêmement importante, et nous le déployons sur la Chine. Donc c'est un véhicule spécifique, fabriqué en Chine, avec des capsules qui sont fabriquées en Chine pour le marché chinois. Les capsules pour le marché européen sont fabriquées en Europe. Merci. Je rebondis sur la Chine parce que c'est un pays stratégique pour vous comme Symbio. Oui, alors, bien sûr, je pense que pas seulement pour Symbio, me semble-t-il, mais oui, clairement, c'est un pays important. Alors, on a la chance que nos deux actionnaires sont déjà présents en Chine depuis très longtemps, avec déjà une infrastructure établie, donc ça nous aide. On a créé Symbio Chine l'année dernière, tout comme d'ailleurs Symbio Amérique du Nord cette année. On a staffé donc un poste de responsable pays dans ces deux zones. Et oui, c'est un pays très important. Merci. On va donc retrouver Mathieu Guéné à présent pour Life. On avait évoqué tout à l'heure les projets en France pour l'hydrogène vert. Mais il y a aussi pas mal de choses dans le pipe, si j'ose dire, en Europe, Mathieu. Oui, il y a pas mal de choses en Europe. Comme je vous le disais, en France, on a une multitude de projets, et à l'étranger, on a aussi pas mal de projets. Et ces projets, ils sont à peu près 100 fois plus gros. On a beaucoup de projets qui sont liés à l'industrie, mais d'autres à la mobilité, qui requièrent des capacités de production qui sont très très importantes. On a gagné, par exemple, auprès de la Commission européenne, un appel à projet pour faire un site de plus de 100 MW. Donc il y a eu 2 lauréats. Un des 2 lauréats, c'est Life. Donc j'ai signé la semaine dernière la convention de financement. Donc le consortium a 35 millions d'euros pour faire en 2024 un site de un peu plus de 100 MW, parce que ça fera 124 MW au Danemark, pour décarboner l'industrie de la chimie, puisqu'on parle de mobilité, mais il y a aussi tout ce qui est industrie de la chimie et tout ce qui est industrie de l'acier qui réclame des quantités faramineuses d'hydrogène pour être décarboné. Ça, c'est une bonne part de nos émissions de gaz à effet de serre, donc il faut travailler aussi ces aspects-là. Et on a beaucoup de sites qui font cette taille-là en Europe. On a encore assez peu de sites, hein, ça se compte sur les doigts d'une main. On fait assez peu de design de l'ordre du gigawatt. Mais on a pas mal de sites, notamment dans les pays qui sont un peu en avance sur ces questions-là, les pays du Nord et puis l'Allemagne, qui a instruit les IPCEI un peu plus rapidement et qui les dote assez richement. Donc ça se passe très bien, très vite et partout en Europe. Merci, tant mieux pour vous du reste. Karine Vernier est également toujours en ligne avec nous pour EIT InnoEnergy. On va parler de projets dans l'acier, notamment du côté de la Suède, initiative que vous supportez. Faut brancher le micro. Alors, dans le domaine de l'acier, effectivement, on a développé un projet en Suède qui s'appelle H2 Green Steel. Et ce projet, en fait, c'est avant tout une innovation de business model. C'est-à-dire qu'on a commencé par regarder ce qui pouvait se faire dans les autres projets, et dans la plupart des cas, on s'arrête à un coût de production en euros par kilo de l'hydrogène vert produit. Donc, une fois qu'on a ce coût-là, on se dit, oulala, on est bien au-dessus de l'hydrogène fossile, et donc on va essayer d'obtenir des aides. Nous, on est allé beaucoup plus loin dans le raisonnement, et on s'est dit, mais finalement, donc on a regardé différents secteurs, on a regardé l'acier, on a regardé le ciment, on a regardé la chimie, et on continue d'ailleurs à regarder tous ces secteurs. Et puis, on s'est dit, alors du coup, quel va être le surcoût de l'acier vert produit avec de l'hydrogène décarboné? Puis on a été encore plus loin, et puis on s'est dit, mais cet acier, il sert à quoi? Et quel surcoût ça représente pour les véhicules qu'on va construire avec de l'acier vert? Donc on a fait tous les calculs, tous les business models, etc., etc. Vous remarquerez que sur H2 Green Steel, on ne communique absolument jamais sur le coût de production de l'hydrogène décarboné, parce que ce n'est pas le sujet fondamental. En revanche, ce qui compte, c'est de vérifier quel va être le surcoût pour un véhicule qu'on aura produit avec de l'acier décarboné. Et ce véhicule, si on estime qu'il y a 1 tonne
d'acier par véhicule, sur les petites voitures, enfin sur les voitures particulières, eh bien le surcoût, il se situe entre € la tonne. La voiture. On n'a pas entendu sur le chaque chiffre. voiture. Est-ce que vous pouvez répéter le chiffre parce qu'on a eu un petit problème de liaison? On n'a pas très bien entendu, Karina. 100 à 200 € Ah, voilà. par voiture. D'accord. Donc, fort de ce calcul, on est allé voir Scania, on est allé voir Daimler, et on leur a expliqué les grands principes. Et puis, on a quand même ouvert les livres aussi pour montrer qu'on n'avait pas fait des calculs trop faux. Et finalement, ces deux grands constructeurs nous ont dit, mais bien sûr, on est en capacité soit d'absorber le surcoût, soit de le répercuter au client final, et on croit au projet. Donc le projet a été monté. C'est ce que nous, on appelle des compagnies building, c'est-à-dire qu'on monte les projets de toutes pièces avec des primo-actionnaires qui vont jusqu'au client final et qui permettent d'absorber les surcoûts. Et puis, eh bien, au premier trimestre 2021, le projet a levé 50 millions d'euros. Et la deuxième phase de financement qui se termine cette année, ce sera 2,5 milliards d'euros. Et l'objectif est de produire 5 millions de tonnes d'acier vert. Donc là, on est dans une dimension giga. C'est exactement le même modèle qu'on a appliqué pour Northvolt, la première gigafactory de batterie en Suède, et qu'on a appliqué également pour Verkor, la gigafactory de batterie en France. Et donc maintenant, ce qu'on fait, fort de ce résultat, c'est qu'on essaie de répliquer le projet H2 Green Steel dans tous les pays d'Europe dans lesquels InnoEnergy est implanté. On couvre 18 pays en Europe pour 6 implantations physiques. Et donc moi, une partie de mon travail au quotidien, en ce moment, c'est d'aller voir les grands acteurs de l'acier, ou de la chimie, ou du ciment, et de leur proposer de travailler ensemble sur des projets de cette nature-là, dans une logique coopérative, où on partage les risques et les potentiels bénéfices, où on n'empile pas les marges et où on s'engage directement sur des projets giga et sans discuter du passage à l'échelle au fil de l'eau. C'est l'ambition et est à la naissance même des projets. Merci. Pierre-Étienne Franc, on ne vous a pas encore entendu, donc je rappelle ex-Air Liquide. Et donc aujourd'hui, le fonds 5T Hydrogen. Donc on voit qu'en Europe, il y a un certain nombre de projets. Quel regard vous portez là-dessus et pareil, de quelle façon votre fonds peut aider? Peut-être une remarque d'abord sur le paysage, parce que c'est vrai que, comme disait Philippe, et comme ce que dit tout le monde se développe beaucoup de capacités de production. Quand on voit les chiffres dans le monde, on est à près de 600 milliards de projets annoncés, total. 1 milliard par semaine, donc dynamique très forte. Et l'Europe représente à elle toute seule, je crois, à peu près 50 milliards. On parle de plus de 480 projets un peu sérieux, dont une trentaine, 10 gigas, justement, plus d'1 ou 2 gigawatts de power to gas. Donc l'offre de supply a l'air énorme, mais on n'arrive pas bien à voir où sont les clients. Et c'est un peu le sujet. Et en Europe, c'est un peu pareil. Alors effectivement, l'acier, la filière de l'acier, la filière RED 2, enfin du raffinage qui doit verdir son offre de biocarburants et qui peut les substituer par des mégajoules d'hydrogène vert, sont des moyens de justifier de la production à l'échelle. Et c'est ça qu'on cherche en tant que fonds. On ne cherche pas à faire des projets de quelques mégawatts, ce n'est pas le sujet. On l'a dit plusieurs fois, le sujet c'est de faire des projets qui soient bancables en fait, parce qu'un fonds on ne fait pas ça pour le plaisir, et on ne lance pas un fonds pour accompagner des projets de TRL faibles. On lance un fonds pour essayer d'accompagner des projets à l'échelle. Et alors il y a un problème parce qu'on a plein de petits projets de quelques mégawatts, notamment en Europe. Au total, dans le monde, on est maintenant à 2 gigawatts, paraît-il, d'électrolyseurs installés. Ce qui paraît assez important, mais en fait, c'est des centaines de petits projets de 1 MW, donc ce n'est pas quelques projets de 100 MW.
Et on n'a pas encore l'unité intermédiaire entre le mégawatt et le gigawatt qui est la centaine de mégawatts. Et c'est ça qu'il faut. Parce que 100 mégawatts, ce n'est pas tellement plus gros que les quelques projets un peu à l'échelle qui ont été faits, dont ceux d'Air Liquide, effectivement, de 20 mégawatts. Les coûts pour la puissance publique de soutien ne sont pas trop significatifs. Et bon, c'est 20 000 m3, donc pour un raffineur peut facilement avaler ça quelque part en termes d'hydrogène vert. Donc nous, on regarde l'Europe comme paysage, le territoire emblématique du sujet parce que l'ambition est remarquable, parce qu'il y a une politique hydrogène européenne, il y a une politique spécifique hydrogène dans 6 grands pays en Europe. On commence à voir des outils de politique publique se mettre en œuvre en France, en Allemagne, en Espagne. Beaucoup de soutien public au CAPEX, pas encore assez aux OPEX, c'est ça qui bloque. Mais il faudrait qu'on ait plus de clients dans la salle qui disent j'en veux et je suis prêt à payer le surcoût parce qu'effectivement, comme le disait Karine Verdier, quand je regarde le consommateur final, en fait, le surcoût pour le consommateur final est faible. C'est quelques pourcents. C'est 20% au niveau de l'acier, mais c'est quelques pourcents au niveau de la voiture. Et donc c'est ça qu'on cherche, c'est ce chaînage-là, et l'Europe est un très beau territoire pour le faire. Très bien, ben voilà pour l'Europe, on va changer à présent de périmètre. Et pour parler de cette coopération franco-marocaine, on va retrouver donc Stéphane Haver d'Acus, qui se retrouve d'ailleurs, enfin qui est au Maroc, ça tombe bien, il est à Rabat en ce moment. Il devait en principe intervenir avec Mohamed Ghazali du ministère marocain de l'énergie, mais ce dernier malheureusement est souffrant et a dû annuler à la dernière minute sa participation. Néanmoins, avec vous Stéphane, on peut déjà évoquer dans un premier temps le déploiement de la solution Storache à Marrakech et dans quelques villes, et on reparlera après d'un autre projet. Mais d'abord, si vous êtes toujours en ligne avec nous, parlons de ce qui va se passer à Marrakech. Oui, alors parlons de ça. Désolé pour son Excellence Mohamed Razali qui a un petit problème de santé ce matin en urgence, et donc il s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous. Je ne vais donc pas parler pour l'État marocain, naturellement. En revanche, oui, Storache se déploie au Maroc, avec non seulement un déploiement physique des opérations, avec actuellement une préparation sur différentes villes. On avait déjà parlé de Marrakech, de Tanger, et puis d'une zone dans le sud du Maroc. Et puis récemment, la mise en place avec l'université Mohamed VI de Ben Guérir et l'Office chérifien des phosphates, la mise en place sur Ben Guérir d'un programme de déploiement sur des véhicules 2 et 3 roues légers pour cette ville de 50 000 habitants actuellement. Alors on voit derrière vous un logo, il y a marqué Aynat, c'est donc une filiale également d'Acus, et c'est donc pour prospecter et exploiter de l'hydrogène naturel. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Aynat est une filiale du groupe Acus, comme Storache est aussi une filiale du groupe Acus, et qui est spécialisée dans la recherche, l'exploration et la production d'hydrogène naturel dans le sol. Alors, qu'est-ce que l'hydrogène naturel? L'hydrogène naturel est de l'hydrogène totalement vert. Il est généré à grande profondeur, c'est-à-dire 10 à 15 000 mètres dans le sol, et il vient remonter sous forme gazeuse à la surface en se logeant dans ce qu'on appellerait des poches étanches dans lesquelles on peut aller le récupérer sous certaines conditions et avec évidemment des moyens techniques adaptés. Il y a aujourd'hui dans le monde déjà plusieurs pays qui disposent de sites. Le plus remarquable est le Mali, avec 25 puits aujourd'hui qui sont extrêmement performants, avec des concentrations d'hydrogène à 97%, donc extrêmement élevées. Et là, je parle, puisque cette information est désormais publique, Aynat est en coopération avec l'État marocain pour des campagnes de recherche et d'exploration que nous sommes en train de mener en ce moment, à l'heure où je vous parle, avec des équipes sur le terrain, des moyens techniques sur le terrain, sur des zones qui sont extrêmement prometteuses. Et a priori, donc, ça pourrait être une solution pour l'Afrique, peut-être tout entière. On a parlé du Mali, mais il n'y aurait pas non plus que le Maroc dans la liste. Alors oui, il y a de nombreux pays. En substance, c'est évidemment une ressource naturelle, donc non plus un vecteur, mais une ressource naturelle.
qui est présente de manière massive sur la planète, qui vient en complément de ce qui est fait en matière d'hydrogène vert. Je ne pense pas que ça ait vocation à venir se substituer. En revanche, l'Afrique est extrêmement bien positionnée, comme l'Australie d'ailleurs également, comme l'Amérique du Sud également, pour des raisons géologiques, historiques des mouvements tectoniques, qui fait que la position géologique et la constitution des sols sur ce continent présente des zones qu'on appelle dites cratoniques, qui sont très présentes sur le continent africain et qui offrent donc des options extrêmement prometteuses dans différents pays dans lesquels nous travaillons déjà. Je ne peux parler que du Maroc, puisque c'est la seule information publique que l'État marocain a officialisée, mais d'autres pays sont en cours. Pour revenir au Maroc, et bon, j'ai eu l'occasion de m'entretenir hier avec Mohamed Ghazali, on sent qu'il y a une volonté en tout cas, enfin, il y a une feuille de route, il y a clairement une ambition. Ça, même sans parler en leur nom, vous pouvez en tout cas en témoigner, vous qui les connaissez et vous trouvez actuellement sur le terrain. Oui, alors tout à fait. Le Maroc est clairement à une position de leadership sur la chaîne finalement des énergies décarbonées. D'abord par l'amont, en ayant depuis 30 ans mis en place une stratégie très ambitieuse de production d'électricité verte, qui est aujourd'hui opérationnelle avec une montée en puissance qui se fait avec un objectif de plus de 50% de sa production à 2030. Donc ça, c'est une ambition avec une vision très très claire de changement, de transition énergétique et de changement de société pour le Maroc, qui était totalement aujourd'hui dépendant des énergies fossiles. Donc là, il y a une mission très forte et l'hydrogène vient, dans le cadre de cette stratégie de transition, vient apporter une solution complémentaire dans cette filière, à la fois pour stocker l'énergie et puis ensuite pour valoriser cet hydrogène pour différents usages, notamment l'industrie, en particulier la filière des engrais, et puis bien sûr la mobilité et évidemment l'exportation également, puisque le Maroc vise évidemment aussi des marchés à l'export. Donc il y a non seulement une vision, mais il y a une mise en application depuis fort longtemps, avec aujourd'hui une ambition d'être un leader mondial et un leader africain sur cette transition énergétique vers l'hydrogène. Merci. En tout cas, vous viendrez voir à Belfort s'il y a des gisements d'hydrogène naturel. On ne sait jamais, si ça se trouve, c'est peut-être le cas. Hein. Allez savoir. Merci en tout cas, Stéphane Havert. On va maintenant parler du Chili. Alors Ignacio Morandé, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On va pouvoir passer votre vidéo. Vous voulez qu'on la passe maintenant ? Excellent. Eh bien allez, on va regarder une petite vidéo sur le Chili, tiens. ¿Recuerdan del video de Al Gore? Chile, a developing country, but it has great policy. By the end of 2014, more than 400 megawatts. By the end of last year, more than 800 megawatts. So look at what they have under construction this year. Isn't that great? I love this. 13.3 gigawatts. Algunos pensaron entonces que esa cifra era solo un sueño, una aspiración, influida quizás por una charla que buscaba mover a la acción a otros países más grandes y poderosos que no estaban haciendo en ese frente lo suficiente. Pero ¿saben qué? La historia se ha puesto mucho más emocionante. Vean. En realidad, Chile ha superado por más del doble la cifra de Al Gore. Impresionante, ¿no? Chile sigue inspirando al mundo. Voilà, voilà. Alors, quel résumé on peut en faire ? Bon, déjà, c'était le ministre de l'énergie du Chili. Et bon, et Al Gore, en tout cas, fait presque tout le boulot. Alors, je ne sais pas quoi dire. Non, mais... C'est un écologiste convaincu, Al Gore. Oui, tout à fait. En fait, j'avais commencé à vous expliquer, le Chili a l'ambition de se positionner en fait comme un grand exportateur d'hydrogène vert. En fait, les chiffres montrent déjà l'évolution en fait que nous avons fait
vers les énergies renouvelables. Et en fait, dépit de ce qu'on a pu déjà avancer, il faut dire que le Chili peut multiplier par 70 sa capacité actuelle de produire avec des énergies renouvelables. Alors, il y a vraiment un énorme potentiel de développement. C'est pour ça, en fait, qu'on voudrait se positionner en tant qu'exportateur. Il y a déjà, en tout cas, plus de 40 projets déjà en place pour l'hydrogène à l'heure actuelle, au Chili, pour l'hydrogène vert, toujours. Et pas moins de 15 projets qui sont déjà dans la pipeline, qui ont en fait de dates fixes d'entrée d'entrée en marche. Aussi, d'après les projections, je vous donne juste quelques chiffres, mais on devrait, d'ici à 2030, autour $1 par kilowatt, par kilo, de l'hydrogène, ce qui fait vraiment en fait que nous soyons très très compétitifs. Ça fait rêver, hein, président Boucli, un chiffre pareil. Hein. Et l'hydrogène vert, oui. Revenir en fait à votre question après mon long monologue, Laurent, mais j'arrivais à votre question qui était quelle est l'opportunité de collaborer avec la France et avec d'autres pays d'Europe. En fait, ils se sont déjà positionnés en tant que off-takers, alors des potentiels clients, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, Porsche. Et oui, on va quand même parler de ce projet parce que justement, il était question de carburant synthétique ce matin et le projet donc avec Porsche et Siemens, c'est pour faire ça, des carburants de synthèse à partir d'énergie solaire et d'hydrogène. Oui, et en fait, aussi l'énergie éolienne en fait dans le sud du pays, comme je vous disais, nous avons en fait une diversité de climats, aussi de sources de production. Et ce qui est très important en fait de mentionner, c'est que nous avons en fait une demande qui est assurée par notre industrie minière dans le nord. Nous produisons beaucoup de produits miniers, mais 30% du cuivre au niveau mondial, sans parler en fait du lithium, ça c'est pour une autre conférence, mais ce qui apporte quand même en fait de l'intérêt parce que nous sommes sur l'hydrogène vert, le cuivre et le lithium. Alors tout ça pour vous dire que nous sommes très très contents de l'électromobilité. Et finalement, pour revenir enfin à votre question, la France, nous croyons, ne va pas être de off-takers, même si en fait nous sommes un peu plus sceptiques en fait que la France va arriver à produire en fait tout ce dont elle aura besoin en fait pour la décarbonisation de sa consommation. Alors nous estimons que peut-être à terme vous allez être des clients, nous espérons bien, mais surtout et déjà en fait en tant que partenaire technologique et partenaire dans les investissements, il y a un champ d'action qui est infini. Aussi dans la coopération académique, parce que nous avons besoin de développer, de co-développer de capacité en termes de capital humain. Pierre-Étienne Franc, on voit qu'il y a des pays comme ça qui veulent se lancer. Il y a des projets un peu partout dans le monde. Hein. Il y a des pays d'Amérique du Sud ou d'autres qui veulent se lancer. Il y a des projets gigantesques au Kazakhstan. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Quel regard vous portez, vous, justement, sur ce qui se passe à l'échelle du monde ? C'est des projets passionnants parce qu'ils montrent que l'hydrogène est un enjeu systémique et pas juste un enjeu d'un segment de marché ou d'un autre. Il s'agit bien de créer une molécule qui va permettre aux renouvelables du Sud, souvent, d'atteindre le Nord. Une des questions qui n'est pas traitée, c'est comment est-ce qu'on le transporte ? Est-ce qu'on fait de l'ammoniac ? Est-ce qu'on fait du méthanol ? Est-ce qu'on fait du toluène ? Est-ce qu'on fait de l'hydrogène liquide ? Bon, j'ai l'impression que l'ammoniac a un petit peu d'avance sur certains types d'usages. Mais clairement, là aussi, c'est pour nous, si on arrive à créer des coopérations quand même internationales entre des grands ports d'importation qui seront short en hydrogène, comme le nord d'Europe, Rotterdam va devoir importer de l'hydrogène s'il veut transformer son écosystème chimique en un écosystème vert.
Nous, on est le lien possible. On est typiquement un fonds qui pourra être intéressé à investir aux côtés des partenaires qui vont développer les projets pour les accompagner de ces projets, parce qu'ils seront très structurants pour les filières. La question, c'est quand est-ce que ça démarre. C'est-à-dire que moi, je reste persuadé qu'avant le gigawatt, il va falloir quand même faire quelques centaines de mégawatts. Mais un gigawatt en 2025, oui, ça me paraît crédible. Oui. Donc, il faut qu'on discute. Philippe Boucly, quel regard vous portez justement sur ces pays qui veulent coopérer avec la France et apporter justement cet hydrogène vert, ou en tout cas ces renouvelables dont vous estimez qu'on n'en a pas assez? Je vais rassurer Initio, hein, l'économie va mettre tout le monde d'accord. Je m'explique. D'abord, je note que l'Europe a une stratégie hydrogène et cette stratégie, elle a été publiée en juillet 2020, 2 fois 40 gigawatts pour produire 10 millions de tonnes d'hydrogène. Si vous faites le ratio, ça fait un facteur de charge assez important. Donc ça veut dire probablement, on revient sur la question des renouvelables, un surdimensionnement très fort des renouvelables, ou alors c'est pas de l'électricité renouvelable, mais c'est autre chose. Bon, ça c'est une parenthèse. Et donc 2 fois 40 et pourquoi pas 80, parce que l'Europe dit c'est 40 sur le territoire de l'Europe et 40 dans des pays adjacents. Pays adjacents, donc l'Afrique du Nord, on revient au Maroc, ou l'Ukraine. Et en fin de journée, on va faire un petit calcul numérique. Il faut 55 kWh pour faire 1 kg d'hydrogène. Si vous avez un différentiel de prix de l'électricité de 20 € du mégawattheure, sur le prix de revient de l'hydrogène, ça fait un différentiel de coût de 1,1 € du kilo. Les opérateurs de réseaux de transport nous disent que pour transporter des grandes quantités d'hydrogène, alors c'est pas quelques kilos, ni même quelques centaines de kilos, mais c'est des millions de tonnes par an, donc des tuyaux qui font 900, 1000, 1200 cm de diamètre, 1m20 de diamètre, ça coûte entre 0,1 et 0,2 € par kilo et par 1000 km. Donc vous faites très vite la règle de 3. Pour 1,1 € au kilo, vous payez plusieurs milliers de kilomètres et vous allez facilement chercher l'hydrogène au Maroc. Au Maroc ou dans le sud marocain, on nous dit qu'il y a du soleil, il y a du vent. Donc il y a une bonne combinaison et donc des bons facteurs de charge pour les électrolyseurs. Donc je rassure Initio, je pense que même si certains n'envisagent pas l'importation, je pense qu'on y viendra. Et je rejoins également Pierre-Étienne, il faut se soucier de la logistique. Là, j'ai parlé du transport par canalisation qui n'est pas très cher. Le transport de l'hydrogène liquide, à ma connaissance, ça n'existe pas encore vraiment en grande quantité. Le bateau qui les transporte entre l'Australie et le Japon, c'est quelques milliers de tonnes, mais une centaine de tonnes, donc c'est très petit. Donc effectivement, je crois plutôt au méthanol, à l'ammoniac ou à des liquides organiques. Donc c'est cette logistique qu'il faut mettre en œuvre ou des carburants de synthèse pour amener de l'hydrogène vert du Chili vers l'Europe. Mathieu Guéné, si vous êtes toujours en ligne avec nous pour Life, du coup, ça doit vous rendre triste, non, d'entendre ce genre de discours avec des pays qui vont vous concurrencer quelque part. Alors vous essayez de produire localement. Non, je pense que c'est ce que Philippe disait, c'est 2 fois 40 gigas, c'est 40 gigas ici, 40 gigas ailleurs. Il y a des pays qui seront très compétitifs avec l'électricité, d'autres qui le seront moins. Je pense que je reviens à ce que disait Capella au début, le challenge est immense et il faudra investir partout et tant qu'on peut pour arriver à relever ce qu'on disait tout à l'heure, les objectifs de RED 2, RED 3 puis le Fit for 55, c'est juste gigantesque. Quand Pierre-Étienne Franc parle de Rotterdam, il faut bien avoir conscience que dans 10 ans, il faut qu'il y ait la moitié de ces industriels qui soient passés à l'hydrogène, au biogaz, à l'électricité. Donc il faut investir partout, très vite. Et je suis très heureux que, comme on disait, les pays du Nord et les pays du Sud, il y ait une partie géopolitique qui puisse s'inverser par rapport à ce qu'il y a actuellement. Moi, je crois beaucoup que l'Europe va démarrer, et les pays les plus riches vont démarrer, et que de toute façon, il faut que ces pays les plus riches aient conscience que le réchauffement climatique, contrairement au nuage de Tchernobyl, ne va pas s'arrêter à nos frontières. Et donc, il faut aider
tous les pays qui veulent développer l'hydrogène. Il faut qu'on le développe pour nous, qu'on fasse baisser le coût des technologies sous l'impulsion de Symbio, sous l'impulsion de McPhy, et qu'après, ces technologies qui sont moins chères et plus abordables, tous les Chiliens, tous les Indiens, tous les Marocains pourront se les offrir sous l'impulsion des pays qui ont les moyens de s'offrir ça. Je pense qu'aujourd'hui, si la France n'arrive pas à faire ça, alors que c'est la 7e puissance mondiale, personne n'y arrivera. Et il faut qu'elle y arrive pour elle et qu'elle aide les autres. Donc, on a beaucoup de projets qui se regardent, notamment en Amérique du Sud, et on est prêt à aider et à investir. Non, je vois ça d'un œil très, très positif. Merci Mathieu, c'est très sport. On en arrive à la dernière séquence. Et on est donc dans la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure, avant le passage du grand témoin. Ça sera le show final de cette première journée. On va retrouver Karine Vernier de EIT InnoEnergy, qui est toujours en ligne. Donc, Karine, on voit bien qu'il y a des projets un peu partout dans le monde. Bon, votre périmètre, c'est plutôt France, Europe, hein, évidemment. En tout cas, vous êtes prête, enfin, votre équipe, tous, vous êtes prêts à soutenir justement cet effort et faire en sorte qu'on puisse passer plus vite à l'échelle. Karine, vous êtes toujours là? Ah, je crois qu'on l'a perdu apparemment. Pierre-Étienne, sinon on va prendre le relais. Le fonds 5T hydrogène, la même question s'appliquait aussi. Donc peut-être que tout le monde n'est pas forcément complètement au courant donc, du fonds 5T hydrogène. Donc on a effectivement lancé avec quelques autres personnes, dont certains sont bien connus de la filière, une équipe pour monter un fonds d'infrastructure qui se veut au service de l'ensemble de la chaîne de valeur, qui se veut mondial et qui ambitionne, sous réserve d'obtenir les différentes autorisations réglementaires, de lever 1 milliard d'euros pour investir dans tout un tas de projets, plutôt en minoritaire, plutôt des tickets de projets, dans des projets importants, parce que la conviction qui m'a poussé à prendre cette décision et à partir donc, du groupe Air Liquide pour faire ça, c'est que cela fait 2 ans qu'on avait à peu près fait le tour des grands projets de démonstration, qu'on a réussi tous ensemble à construire un narratif très important sur le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique, de faire en sorte que les politiques nous suivent. Vous vous rendez pas forcément compte, mais avoir eu tous ces politiques ce matin, il y a 3 ans, 4 ans, il n'y avait personne. Il faut quand même en être conscient. Donc, on a l'écosystème qui est là. On a des offres, des technologies qui sont de plus en plus mûres. On a un passage à l'échelle qui semble concevable. On a les politiques. Il manque la communauté financière. Elle commence à rentrer par le biais des marchés boursiers, parce qu'un nombre de sociétés comme vous avaient bénéficié de cet engouement, parce qu'il y a rareté de l'offre et il y a un potentiel fabuleux. Mais il manque aussi la capacité à faire des projets à l'échelle avec des financements de type Project Finance et avec l'ensemble des fonds souverains, des institutionnels, des assurances qui commencent à mettre de l'argent à long terme dans ce type d'industrie parce que ça crée un effet de boule de neige. Donc c'est ça qu'on a voulu construire. On est en train de le faire. On a annoncé quand je suis parti assez rapidement le soutien d'investisseurs américains qui ont dit qu'ils allaient investir qu'ils étaient prêts à mettre près de 300 millions dans ce projet de fonds. J'aurais voulu vous annoncer d'autres choses aujourd'hui, mais il faudra attendre probablement 1 ou 2 jours. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avance très vite, qu'on devrait annoncer qu'on a progressé sur ce chemin pour lever des fonds avec de support d'industriels de plusieurs pays, dont français, qui vont nous permettre de vraiment accélérer. Et effectivement, sur les grands projets, on est un acteur de plus dans l'écosystème pour partager les risques, pour, dans certains cas, aider à déconsolider, parce que certains acteurs préfèrent déconsolider ce genre de projet, pour partager les coûts, et pour accompagner avec une vision portée par des gens qui connaissent ce métier, parce qu'on était dedans, entre guillemets, jusqu'au cou ces 10 dernières années, donc on comprend, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, on connaît bien l'écosystème, on connaît à peu près tous les acteurs, et donc on est capable probablement, plus que beaucoup de sociétés cotées,
de prendre des risques au début sur la courbe d'amorçage, qui est cette fameuse courbe terrible que tout le monde a peur de voir démarrer, c'est-à-dire j'ai les gros assets, je ne sais pas comment je vais faire le cash flow. Mais notre conviction profonde, c'est que si on arrive à faire des projets à l'échelle aux bons endroits, avec les bonnes technologies et les bons partenaires, ces projets seront les assets clés de la transition énergétique de demain. Et donc c'est pour ça que le fonds se positionne comme ça. Mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Philippe Boucli, qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces annonces, ces efforts? On voit que les leviers sont là quand même quelque part pour que ça avance. C'est complètement clé pour attaquer la falaise. C'est vraiment une falaise qu'on a devant nous. Donc c'est clé. Pour notre part, donc France Hydrogène a fait une cartographie avec un moteur de recherche qui permet donc aux membres de l'association de s'y retrouver. Il n'y a pas moins de 212 financements publics, régionaux, nationaux et européens. Donc dans ce maquis, il faut un peu s'y retrouver. Et donc c'est un outil qu'on met à disposition des membres de l'association. Je crois qu'on progresse, ce que disait tout à l'heure à la fois Karine et également Pierre-Étienne, c'est évaluer combien tous ces surcoûts pèsent sur le produit final, et finalement c'est relativement acceptable. Donc je pense qu'on va finir par trouver la clé du problème pour passer vraiment à l'échelle. Pour l'instant, on sent l'impatience, mais on ne voit pas encore les choses se découvrir. Les industriels qui sont autour de la table, Genvia, McPhy, Symbio, qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette effervescence de projets, puis les financements qui peuvent arriver aussi? Les propositions de financement, avec plaisir, hein, Karina. Je pense que tout le monde va dire pareil. Et cette année, comme il disait Philippe, je pense que le soutien en France des régions, de l'État, de la Commission, il y a énormément de guichets. Bon, il y en a où il faut aller jusqu'au bout, il faut avoir la patience avec le processus, mais nous, on voit une forte volonté, vraiment une forte volonté de nous aider à travers le plan de relance, à travers d'autres projets. Mais ce qu'on voit aussi, et bon, vous avez tous vu, je pense, cette dernière année, même les derniers 6 mois, l'amplitude qui a pris, l'élan qui a pris dans ce domaine. Et forcément, ça pousse les ambitions, ça pousse à accélérer. Et je pense que même avec tout le soutien qu'on a, nous, de nos partenaires fondateurs, de la région, etc., il faut aller peut-être encore plus vite qu'on avait imaginé. Et je pense que toute idée de financement sera à un moment donné bienvenue pour nous et pour d'autres. Oui, et je voulais juste rajouter que j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Étienne tout à l'heure. Certes, on a besoin de financement, mais on a aussi surtout besoin de financement pour nos futurs clients, avec des échelles de quelques centaines de mégawatts. C'est vraiment la taille qui va faire la transition entre maintenant et plus tard, et aussi d'un point de vue industriel. C'est ça le cœur pour les 2-3 prochaines années qui arrivent devant nous. Donc c'est vraiment maintenant. Donc ce financement, et puis au-delà du financement, toutes les autres aides plus techniques qu'on peut avoir, et notamment, on en a parlé sur le territoire de Belfort, pour permettre cette industrialisation, pour permettre de construire des usines en France. C'est pas si souvent que ça qu'on le fait. C'est aussi fondamental pour pouvoir prendre le moins de risques possible et pour en faire porter le moins aussi aux investisseurs qui nous suivent et qui nous aident. Chez Symbio. Alors, peut-être 2 remarques. Donc, effectivement, sur les financements, moi qui ai été de l'autre côté, donc du côté des régulateurs et des financeurs publics un temps, je dois dire que par rapport il y a 10 ans, c'est juste incroyable la volonté et les moyens qui sont mis à disposition. Je pense que ça, il faut clairement le reconnaître. Ça, c'est un changement complet. Alors, on bénéficie d'une période faste, l'argent est pas cher, et la crise, quelque part, a créé aussi ce sentiment d'urgence. Donc ça, il faut néanmoins reconnaître qu'il y a, je pense aujourd'hui, beaucoup plus de vision stratégique aussi de l'État, et c'est bien comme ça. Enfin, de l'État et de l'Europe, et je pense que c'est très bien. Après, je suis d'accord qu'il faut maintenant aussi des financements à l'aval de la chaîne.
On voit des premiers outils émerger. Je cite le cas de l'Allemagne avec un système qui va permettre de financer l'achat de véhicules plutôt poids lourds à hauteur de 80% du surcoût par rapport à une solution diesel. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut au début. Et nous, on pense en fait qu'il faut s'engager sur un contrat, quelque sorte, avec les autorités publiques, qui donne aussi une visibilité sur la sortie des aides, parce que je pense qu'il ne faut finalement pas tant de temps que ça. Ça peut être fait avant 2030, clairement. Et puis après, il y a un dernier élément. Je pense que l'hydrogène est là où les batteries étaient il y a 10 ans. Et dans la batterie, on peut quand même dire que globalement, l'Europe a, pour l'instant en tout cas, perdu la bataille. Alors certes, il y a des projets très intéressants, il y a des technologies sur les électrolytes solides, etc. On a beaucoup d'espoir là-dedans. Mais globalement, les centres de décision stratégiques et les grandes entreprises, elles ne sont pas européennes. Je crois que dans l'hydrogène, que ce soit côté électrolyse ou côté pile à combustible, qui sont un peu les deux technologies clés, la course est encore ouverte. Et donc il y a un vrai sujet, je pense, la stratégique européen, mondial. Donc je pense que c'est ça aussi que les États ont compris. Parce qu'il en va finalement de l'avenir de l'industrie automobile, de tout un tas d'industries européennes. Donc je pense que l'enjeu est là. Et le mot de la fin donc avec Philippe Boucly. Oui, simplement, on a vraiment changé d'échelle. Si vous vous souvenez, à l'annonce du plan Hulot, Nicolas Hulot avait dit on va mettre 100 millions dès 2019, et 100 millions, c'est pas rien. Là, le gouvernement français annonce qu'il peut mettre 7 milliards d'euros. Le projet important, si vous vous souvenez des mots de la ministre ce matin, le projet important d'intérêt européen commun, 15 projets, à ce titre-là, 15 projets français ont été prénotifiés à la Commission européenne, et des fonds sont dès à présent réservés dans le cadre du PIA 4 pour financer les projets qui seront notifiés. Et il y a également ce que fait l'ADEME, donc dans cette enveloppe. Il faut souligner aussi, on a beaucoup parlé appui au CAPEX, il y aura également des appuis aux OPEX, c'est-à-dire à la production d'hydrogène décarboné, et notamment dans les lois de finances qui vont venir, d'une détaxation pour l'utilisation de l'hydrogène vert. Alors l'ancien nom c'était la TIRIB, ne me demandez pas ce que veut dire TIRIB, mais c'est des taxes qui portent sur les produits pétroliers et dont sont exonérés ceux qui utiliseront de l'hydrogène vert. Sur la base j'ai parlé de l'étude que nous avons publiée, on vise une ambition plus grande, et donc nous militons également pour avoir un appui supplémentaire additionnel aux 7,2 milliards d'euros qui sont déjà disponibles, supplémentaires pour à la fois, compléter le développement de la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène, mais également, on a discuté avec Christophe, mais également pour développer les flottes de véhicules, que ce soit des véhicules utilitaires légers ou de camions. Ce point de passage à 2025, 50 000 véhicules, c'est indispensable pour atteindre l'objectif de 450 000 à l'horizon 2030. Et donc on attend avec une certaine impatience les déclarations qui pourraient être faites par le président de la République. Il annonce un plan France 2030 à l'horizon, il va dévoiler ce plan courant octobre. Et on sait dès à présent que l'hydrogène en fera partie. Il s'agit maintenant de savoir quel chiffre sera mis en plus des 7,2 milliards. Merci à vous et merci à tous les intervenants qu'on peut très chaleureusement remercier et applaudir. Vous pouvez donc tous regagner vos places. Dans un instant, on va accueillir notre grand témoin. Je voudrais vous donner une consigne qui est très ferme, c'est que ce qui va suivre ne pourra pas être filmé. C'est une obligation contractuelle que nous avons entre Mike Horn et l'organisateur du Forum Hydrogen Business for Climate. Donc voilà, vous ne pourrez pas prendre de vidéo, mais sachez qu'en tout cas, on va vivre un bon moment. Donc il est l'heure d'accueillir notre grand témoin.